On y va. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être en ligne avec nous cet après-midi. Et on poursuit notre aventure avec la plateforme et tout le concept théorique sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Évidemment, on va étape, c'est très linéaire, notre approche. Pour ceux qui sont linéaires, vous êtes très heureux et heureuses. Mhm. Pour ceux qui aiment plus, si vous connaissez votre MBTI, vous êtes plus un P et un F. Euh, Aller en rond, c'est correct aussi. Alors, si on aura assez, on trouvera peut-être une façon de faire un peu de sur place, d'aller en rond à un moment donné pour satisfaire tout le monde. Mais on reste linéaire aujourd'hui, c'est très clair. Alors, c'est vraiment, on est rendu à la place de planifier, qui est quand même un volet très important. Donc, aujourd'hui, c'est planifier. Puis, on va faire partie 1 d'agir. Et on reprendra la semaine prochaine, partie 2 d'agir et évaluer. Alors, la façon qu'on va procéder, c'est va être la même chose encore. On va présenter une section, on va aller se promener un peu sur la plateforme. Puis après la première section, au niveau de planifier, on fera genre un peu de questions et réponses, juste pour voir s'il y a des choses à clarifier. Et on va tout le long, on fait toujours nos petits sondages pré-post, juste pour avoir un sentiment si les activités qu'on fait, ce qu'on fait comme cela, comme pratique, ça porte fruit par rapport à pousser plus loin notre compréhension de la plateforme, parce que c'est peut-être une pratique qu'on pourra envisager à maintenir dans la prochaine année fiscale, pour aller encore plus en profondeur. C'est toujours donc aller et faire comme une épluchette de blé d'Inde, enlever une couche à la fois, puis vraiment aller au centre et au cœur de l'outil. Alors, je ne sais pas si avant de lancer, je sais qu'on ne sait pas sur le, mais est-ce qu'il y avait s'il y a un point qu'on doit considérer pendant la présentation ou que vous voulez qu'on discute à la fin si on a du temps, est-ce qu'il y a un élément à l'ordre du jour à ajouter? Outre ce que Geneviève a dit tantôt, là, pour ceux qui veulent un appui pour Teams qui accéder aux documents. Sinon, on avance, c'est beau. L'autre jour, c'est vraiment, comme je viens de mentionner, planifier les 2 sections, engager des parties, planifier votre cheminement avec le pré et post. Et on fait la même démarche pour la première partie d'agir, donc un pré et un post. Et ensuite, à la fin, on se donne quand même 10 minutes pour faire une vue d'ensemble. S'il y a des questions plus larges, plus approfondies, et si on tombe un petit peu dans la pratique, si le temps le permet, on le fera. Comme la dernière fois, je pense que ça avait été quand même bien reçu. Mais avant de tout faire ça, il y a toujours, on aime toujours savoir si on retourne à notre dernière rencontre qu'on a eue, sur laquelle on a exploré le volet connaître. Donc, c'est d'aller un peu en arrière dans vos souvenirs et voir si encore comment vous pourriez décrire la dernière session sur connaître, un genre comme on dit, un takeaway, un apprentissage, un élément clé. Donc, on vous donne là, quelques instants pour juste retourner un petit peu en arrière, puis partager ce mot-là euh, sur le chat. Donc, évidemment, c'était vraiment tout l'aspect le côté préparatif hein, au niveau de connaître, puis permettre aux organisations de faire état de leur situation, puis d'explorer ce qu'ils connaissent, ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître, leur structure, certains sondages. Donc, on a le contexte, vous appréciez la profondeur, l'appropriation du savoir. Donc, Jérémy et Chloé. Donc, aidant. Pour Joanne, sensibilisation, réflexion, oui. Qui fait toujours partie de toute façon de toute démarche qu'on fait quand on engage avec une organisation, c'est justement cette réflexion-là. Quoi qu'il y ait un gabarit avec la plateforme, mais il faut quand même aller à un point de vue, notre propre connaissance de l'organisation, puis comment intervenir et interagir avec eux.
Donc, c'est aiguiser notre sens de communication pour voir comment on engage. Donc, décomposition du système. Chloé, pourrais-tu juste approfondir ton commentaire? Que veux-tu dire par décomposition du système? Oui, en fait, j'ai essayé de trouver un meilleur mot pour décrire ça parce que vraiment, j'ai fait un petit, une traduction en anglais en français parce que j'ai pensé à ça en anglais, puis je connaissais pas le mot en français. Mais en anglais, c'est comme the breakdown of the system. Donc, j'ai OK. pensé à comme, je regarde ici comme ça, un retour sur la page forme de dimension systémique, dimension organisationnelle, et puis ça nous donne un peu de portrait, comme j'ai dit, le contexte Mhm. de ce que c'est, ce qui, euh, ce qui sont les services de santé en français. Oui, donc c'est tout le parcellement dans les morceaux, mais aussi le décloisonnement. Fait que ouais, il y a à la fois les morceaux, mais à la fois, il y a tout l'ensemble aussi qui fait le tout. Donc, on tombe un peu dans la gestalt. Donc, chaque petit morceau relié ensemble fait un tout qui est plus grand que chaque petit morceau ensemble. Puis c'est un peu ça, c'est la synergie. Votre planification, l'accompagnement, c'est de la synergie que vous créez avec les autres. Alors, si on regarde au niveau de la prochaine planche, notre petit sondage, on présume toujours que vous avez parcouru dans fond en comble, vous avez tout cliqué, tout ouvert, tout lu, la section planifiée. Ça, c'est nous, on présume ça. Donc, on veut savoir à peu près présentement quel est votre niveau de confort. Donc, on va faire un genre de petit sondage. Quel est votre niveau de confort avec la section planifiée des principes de base d'équité? Donc, un, très limité présentement, à l'heure actuelle, ou vous êtes déjà à 5, très confortable. Donc, si vous voulez peut-être prendre le temps de compléter le sondage. Je vais laisser Geneviève nous présenter un peu comment ça se décompte, le sondage. Parfait. Tiens, je vais partager les résultats. Alors, si pour ce premier sondage-là, les gens sont majoritairement un peu à mi-chemin. On est moyennement confortable. Une personne qui est un peu plus limitée, puis quand même, c'est ça, un autre deux qui sont soit confortables à très confortables. OK. Alors, ça va nous donner une belle brochette pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parfait. Excellent. Alors, peut-être justement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va procéder à parcourir l'élément planifié. Puis vraiment, aller à travers chaque section. Puis comme j'ai mentionné tantôt, à la fin de la section planifiée, on prendra le temps quand même d'ouvrir, voir s'il y a des questions, puis clarification, ou même un partage, là, si vous avez été pataugé dans le volet planifié avec une organisation. On peut peut-être prendre le temps de juste partager peut-être un exemple de travail. Donc, Geneviève, je te cède la parole. Excellent, merci beaucoup, Guy. Alors, c'est ça, on va commencer par adresser la partie planifiée. Puis comme Guy l'a mentionné, c'est vraiment une étape qui est charnière. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on met pour s'assurer qu'on ait les bonnes bases pour que le travail avance bien à cette étape. Puis c'est là où on va regarder à comment est-ce qu'on engage les parties prenantes. Alors, on poursuit le travail qui a été fait d'en connaître pour premièrement, avoir un bon portrait de qui sont les parties prenantes potentielles. Là, on va regarder comment on va les engager, puis aussi de regarder comment est-ce qu'on priorise nos activités basées sur notre auto-évaluation qu'on va avoir fait dans l'étape précédente pour choisir nos objectifs, nos priorités d'action et justement monter notre plan pour permettre à l'organisation de cheminer un peu plus loin au niveau des services de santé en français. Alors, on va regarder dans la section justement engager les parties prenantes, puis là, je vais passer à la plateforme pour permettre de naviguer un peu. Alors, dans cette section-là, comme je l'ai mentionné, on poursuit le travail. On a toujours notre alignement là, avec la norme et le plan de désignation en Ontario. Et puis, on regarde
qui est responsable puis qui devrait être impliqué à cette étape-ci. Alors, dans les étapes préparatoires, alors comme vous avez vu au niveau de l'introduction, avant de commencer et la planification, on suggère à l'ensemble des personnes clés d'être présents pour vraiment qu'on ait cette vue-là d'ensemble, une planification qui est complète puis qui prenne en considération les différentes perspectives. Et puis ensuite, c'est plutôt dans la partie agir où là, on va commencer un petit peu à décortiquer plus qui devrait être responsable de quel volet. Alors, on verra ça avec Tina tantôt. Et puis, ici, comme on le mentionne, l'engagement des parties prenantes, on l'a vraiment basé sur le modèle de l'Association internationale pour la participation publique. Qui est vraiment là un des éléments de fondement de l'approche d'impact collectif, si vous êtes familier avec ces concepts-là. Alors, on regarde qu'au niveau autant de la participation que l'engagement, il y a 5 grands niveaux qui vont d'informer, consulter, d'impliquer, collaborer et habiliter, ou ce on utilise souvent au niveau de l'empowerment. C'est surtout ça qu'on vise, mais c'est sûr que quand on fait vraiment toute notre grande roue ou notre portrait des parties prenantes, il y a différentes personnes, il y a des gens qu'on garde, c'est ça, un petit peu plus en périphérie, puis qu'on les garde informés. On s'assure que la communauté est au minimum consultée, impliquée, mais le plus qu'on peut l'amener vers à être habilité dans le processus, on sait vraiment que ça donne des résultats qui sont collés sur la réalité, le besoin des gens. Alors, on présente ici justement ces niveaux d'implication-là, puis vous pouvez aussi regarder d'autres ressources qui utilisent un peu ce modèle-là. Alors, dans la trousse d'outils du Airlist, Erie, Sainte-Claire et Sud-Ouest, et aussi de l'Institut Tamarack ou le Tamarack Institute, qui est la référence canadienne là, au niveau du modèle d'impact collectif qui donne justement des modèles d'engagement qui sont ventilés là, en fonction des 5 différents niveaux. Puis pour appuyer justement les principes de base d'équité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les grandes catégories de parties prenantes qui ont été présentées dans la section Connaître et on a proposé justement qui devrait être impliqué à quel niveau, au niveau d'informer jusqu'à habiliter, puis regrouper selon nos 4 grandes étapes de connaître, planifier, agir et évaluer. Mais on sait que les contextes ne sont pas tous les mêmes. Puis pour pouvoir permettre cette flexibilité-là, il y a justement un gabarit que vous pouvez télécharger en format Word qui permet vraiment d'adapter selon le contexte de l'organisation. Et pour ceux qui ont besoin de différents exemples, on vous ramène justement dans la section Connaître pour avoir plus de détails sur ces parties prenantes-là potentielles. La prochaine section vise à offrir un peu une structure pour l'initiative qui va être mise en place. Puis ça, c'est comme peut-être le plus gros est-ce que de la structure, là, comment ça pourrait devenir si on vise vraiment à amener plusieurs initiatives à différents niveaux au niveau d'une organisation, mais ça s'adapte à différents contextes. Alors, c'est sûr que d'avoir un comité directeur avec les personnes en position de décision pour pouvoir justement regarder l'étendue du plan de travail, pouvoir donner les mandats, pouvoir faire avancer et assurer les bons niveaux d'approbation. C'est essentiel. Puis souvent, si on a accès à un comité qui peut être élargi et qui permet une implication de différentes personnes, c'est là où on peut peut-être prendre notre grande montagne puis la scinder en petites sections pour dire, OK, comment est-ce qu'on va faire pour se rendre à notre objectif? Parce qu'au niveau de, moi, dans mon expérience, on l'a vécu à différents niveaux. Il y a des fois
on a notre comité directeur où tout le monde se rencontre, on voit les grands objectifs, puis ensuite, il y a 2-3 personnes qui partent puis qui travaillent sur l'offre active, tandis que d'autres travaillent sur la section de la main-d'œuvre ou l'assurance de la qualité. Et tout ça, ensuite, est rapporté au comité des directeurs au niveau des suivis. Ça permet de pouvoir prendre des plus petites bouchées, respecter que tous les gens qui sont impliqués dans le processus ont aussi d'autres travail à faire. Alors, ça devient beaucoup plus gérable, autant pour les gens qui sont à l'intérieur de l'organisation que les gens qu'on implique à l'extérieur au niveau des collaborateurs et des partenaires. Alors, ça vous donne un peu un aperçu, justement, si on veut travailler sur les 5 grands axes. Et c'est sûr qu'on recommande que tout ce qui touche à la gouvernance et le leadership fasse partie du comité directeur parce que c'est souvent là où on va être capable d'impliquer justement la haute direction d'une organisation. Alors, on évite le dédoublement, ça nous permet de faire tout cela en un. Et puis, au minimum, si on n'est pas capable d'avoir des représentants de la communauté sur différents comités, l'importance d'avoir un comité consultatif communautaire qui aide justement à guider les décisions du comité directeur. C'est un facteur très important pour assurer qu'on se colle à la réalité. Mais l'idéal, c'est d'avoir des champions puis des gens impliqués au niveau de la communauté, des réseaux, des entités, d'autres organisations aussi qui sont leaders au niveau des services de santé en français qui peuvent permettre une collaboration aussi là, sur ces 5 grandes thématiques-là, nos 5 grands principes de base pour l'équité des services de santé en français. Et puis, pour appuyer le travail, ici, on vous a donné un exemple de mandat qui peut aider. Alors, en anglais, on appelle ça soit des termes de référence qui peuvent servir de guide et adapter là, justement pour les organisations qui n'ont pas nécessairement déjà là, différents comités sur lesquels le travail pourrait s'intégrer. Mais l'autre chose, ça c'est l'inverse de la médaille, c'est de dire que ce n'est pas nécessaire de tout redévelopper cette structure-là. S'il y a déjà des comités qui adressent justement les questions de main-d'œuvre, d'assurance de la qualité, recherche clinique, gouvernance, leadership, si on peut s'assurer qu'il y ait toujours au moins une personne qui participe puis qu'on insère la lentille francophone, la lentille des services de santé en français à l'intérieur de ceci, c'est plus facile de s'imbriquer dans la structure actuelle que de développer une structure. Mais s'il n'y a rien, c'est un modèle qui peut vous aider. Et puis, au niveau des ressources, ici, on présente aussi le guide d'application des connaissances, la résolution des problèmes d'équité, qui est un guide qui avait été développé avec Sarah Bowen, qui a été partagé là, je sais au moins au niveau des réseaux à plusieurs reprises. Et puis, qui a justement des bonnes suggestions sur comment impliquer les différentes parties prenantes, puis aussi adresser la question que des fois, de par des expériences passées, certaines personnes ont des réticences à impliquer des membres de la communauté. Alors, comment est-ce qu'on peut adresser ça, s'assurer qu'ils sont premièrement outillés pour faire le travail, puis qu'ils sont impliqués au bon niveau et au bon moment. Et puis, il y a aussi justement là, une autre ressource là, pour aider là, au niveau du niveau d'implication des intervenants qui peut servir d'outil. Maintenant, si je passe à la deuxième section de planifier, c'est vraiment là où on commence à... Ah oui, Jérémy, pardon. Oui, j'avais une petite question qui m'est venue comme ça en tête. Là. Justement, dans cette portion-là, je la trouve super. Elle est vraiment géniale. Et puis, elle me fait un peu penser à une liaison, puis on l'a abordé un petit peu dans ce que tu présentais, là, Geneviève, mais la notion de patient partenaire ou encore d'approche centrée sur le patient qui parfois vont être complémentaires. Et puis, je serais curieux de voir si dans les gens autour de la table, les partenaires, vos partenaires du réseau de santé ou les ARLIS ou autres, déploient des approches centrées sur le patient en ce moment, puis ça n'ouvre pas peut-être une porte justement à une représentation de la diversité
par rapport à ça? Et si la réponse est oui, est-ce qu'il y a des outils qui ont été développés en lien avec ça? Donc, j'ouvre un petit peu, là, je m'excuse, mais c'est une question assez large, mais je me... Ben, moi je suis vraiment, j'apprécie ta question vraiment. Je sais qu'au niveau du réseau de santé en Saskatchewan, il y a effectivement des groupes qui sont formés de patients, mais à date, on n'a pas mis en place une façon disons des outils, un argumentaire pour leur suggérer d'amener des patients francophones, certains patients francophones. Et c'est vrai que c'est des outils qui seraient très, très, très intéressants pour nous. C'est comment faire pour intégrer ces groupes de patients. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager quelque chose? Oui, Annie? Okay. Je dirais juste qu'en Ontario, depuis la dernière année ou depuis la fin 2019, il y a les équipes santé Ontario qui sont en train d'être mises en place. Et puis, dans le cadre des équipes santé Ontario, il y a la nécessité ou l'exigence de travailler avec des groupes de patients ou d'avoir des représentants de patients ou de... Puis les RLIS avaient ce qu'ils appelaient des PFAC aussi, Patient and Family Advisory Committee, quelque chose comme ça. Puis dans le cas de, par exemple, Niagara, les gens qui sont... l'équipe santé Niagara a affaire au PFAC, à tous ceux qui participaient au PFAC de participer à l'équipe santé. Et aussi, on nous demande de recruter un représentant francophone. Le danger de ça, c'est que des fois, ça devient un petit peu comme un checkbox, là, très souvent. Mais en principe, ça faisait partie des exigences pour déposer une demande pour devenir une équipe santé. Merci. Puis peut-être juste pour ajouter à cela, je viens tout juste là, dans la dernière semaine de recevoir une invitation d'une organisation qui est justement en train de recruter des patients partenaires là, puis des membres de la communauté francophone pour offrir de la formation pour qu'ils deviennent justement des meilleurs aviseurs. Parce qu'on sait que c'est pas parce qu'on parle français qu'on est nécessairement habilité pour représenter les francophones dans une région, sur un plan ou un autre, là. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir faire un outreach, puis j'ai hâte de voir justement s'il serait ouvert au partage d'outils, là, parce qu'on sait que justement, ça en prend. Puis c'est sûr qu'il y a, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail de sensibilisation que la Société santé en français fait auprès des partenaires nationaux comme Agrément Canada et tout ça, qui font justement de la formation de patients partenaires qui sont certifiés via un processus, alors qu'on continue d'apporter cette notion-là d'avoir des patients identifiés francophones à l'intérieur de ces processus-là. Je pense que c'est aidant aussi. Ça va? Alors, OK, maintenant, si on passe à la planification, mais merci beaucoup pour la question. Je pense amener des bons échanges, puis j'espère que de cela ressortent aussi de nouveaux outils pour vous appuyer. Dans la planification du cheminement, là, c'est vraiment ici où on regarde à comment est-ce qu'on monte notre plan. Alors, basé sur les éléments clés d'un plan pour les services en français. Alors, ici, on prend les grandes sections. Alors, l'état de la situation actuelle. Puis, alors ici, c'est vraiment de reprendre les informations qui vont avoir été recueillies au niveau de l'étape connaître et de l'auto-évaluation organisationnelle pour aider à dresser un portrait. Alors, pour chacune des sections, on offre des conseils, s'il y a des ressources, parce qu'on sait que les gens aiment avoir des options. Des fois, il y a une option qui
leur plaît plus qu'une autre là, en termes d'outils de fonctionnement. Alors, s'il y en a qui préfèrent l'option du SWOT là, ou le FF, les forces, faiblesses, possibilités ou opportunités et menaces, là, ça donne au moins différentes options pour faire le même exercice. Regardez aussi comment la vision, mission, valeur de l'organisation aident ou peuvent être des barrières au service de santé en français, puis comment est-ce que ça peut être adressé. S'assurer que ça peut justement s'imbriquer, même chose au niveau des orientations stratégiques, de déterminer les objectifs. Alors ici aussi, là, regardez comment est-ce qu'on peut bien identifier le problème, alors via quelques ressources et des outils, puis on fait encore ici l'alignement avec la norme. Regardez justement comment est-ce qu'on va mesurer les résultats, regarder les stratégies, puis ça, c'est vraiment dans la partie agir. Alors, je ne m'y attarderai pas. Ça va être important justement de connaître bien ce qui se retrouve dans agir pour pouvoir insérer justement là, des pistes d'action dans notre plan. Et puis, regarder justement comment on va s'assurer de faire une évaluation continue. Puis là, juste rapidement, c'est comme ça qu'on a pu le présenter à ce moment-ci, mais on a l'équipe technique qui continue à travailler sur des outils sur mesure pour que ça soit une meilleure expérience pour les utilisateurs. Alors, l'auto-évaluation va automatiquement générer une proposition de plan de travail basé sur les résultats qui va pouvoir être validé et adapté. Alors, basé sur les résultats, on va suggérer des pistes d'action pour le plan de travail sous chacune des grandes sections qui vont pouvoir être acceptées ou refusées par l'organisation. Et alors, tout ça se fait en ligne pour que ça soit plus facile, mais de façon entièrement confidentielle. Il n'y a aucun administrateur qui va pouvoir consulter les résultats qui sont dans le plan. Ça va juste permettre à l'utilisateur de le sauvegarder et d'y revenir puis le mettre à jour lorsqu'il va avoir des avancements ou lorsqu'ils veulent vraiment recommencer là, un plan pour une prochaine année. Alors, le but, c'était vraiment de mieux intégrer puis personnaliser l'approche, puis pouvoir après ça pister directement les gens vers les bonnes ressources pour que ça soit plus efficace. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci? Sinon, je vois le temps qui file, puis j'aimerais qu'on puisse justement rentrer dans la partie agir, puis commencer à voir là, quelles sont les pistes d'action. On est totalement à l'heure, Geneviève. C'est superbe. Mais on a quand même quelques minutes. Il y a quelques questions quand même, ou clarifications. Là. Je ne sais pas si vous avez vu que Tina a partagé des ressources en ligne là, pour les équipes de santé Ontario. Merci, Tina. OK. Parfait. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, ayant parcouru ça, puis quand je regardais tous les onglets qu'il y a quand même à déballer, les ressources sont vraiment... il y en a plusieurs. Donc, je pense que c'est une des réflexions qu'on a comme c'est là dans la planification des séances qu'on fait présentement au niveau théorique et laboratoire. Puis on va faire ça dans 3 mois à peu près. Là. On n'aura pas tout couvert. Donc, évidemment, il va y avoir des questions qui sont encore en suspens, puis vous allez découvrir d'autres éléments qu'on n'a peut-être pas encore touchés aujourd'hui ou qu'on n'a pas touché la semaine dernière ou qu'on ne touchera pas la semaine prochaine. Mais c'est là, je pense, la vision de comment on va, puis on va y revenir d'ailleurs par rapport à ça, mais comment on peut poursuivre cet apprentissage continu de la plateforme parce qu'elle ne sera pas statique. Elle est toujours en construction, elle est toujours en évolution. Ça crée du mouvement. Donc, ça crée vraiment de l'action. Donc, c'est vraiment un processus toujours continu. Donc, autant qu'on parle de l'élément continu de la qualité, mais ici, c'est l'élément continu de l'apprentissage de la plateforme, donc qui sera toujours là, puis engagé. Donc, tant qu'à avoir fait tout le côté au niveau de planifier, on voudrait maintenant peut-être avec cette nouvelle information-là, juste voir est-ce que l'aiguille a bougé un peu
par rapport à votre niveau de confort avec cette section-là, avec la section planifiée. Donc, à nouveau, reprendre un peu la même question que tantôt, avant de la présentation à Geneviève, et dire que maintenant, suite à cette présentation-là, le parcours, avoir parcouru la section, comment votre niveau de confort a bougé ou a été modifié. Donc, à nouveau, je vous laisse le temps de répondre, puis Geneviève nous partagera les réponses. Ça a été quand même assez rapide. Alors, oui, on a réussi à bouger un peu l'aiguille pour certains. On est tous au moins moyennement confortables. Puis je comprends qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi la question d'avoir la chance de jouer dedans, de les utiliser, de voir comment ça se traduit en pratique, voir qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que j'arrive à une embûche, reprendre comment est-ce que ça s'adapte avec vos différentes organisations. Puis c'est ça, on est toujours dans le mode, on s'adapte à la réalité d'un organisme, que même dans un même contexte régional, politique ou quoi que ce soit, travailler avec l'organisme A puis travailler avec l'organisme B, c'est complètement différent selon les gens qui sont en poste. Alors, je comprends qu'on n'essaie pas d'arriver non plus à être tout le monde très confortable, mais au moins d'avoir une certaine base pour qu'on puisse continuer, comme Guy le mentionnait, là, à assurer une appropriation continue, voir si à l'intérieur de chacune des étapes qu'on vous présente, s'il y a des choses que vous voulez qu'on creuse davantage au niveau d'un outil, ça, on est ouvert là, à vos suggestions, à vos recommandations, justement, parce que ça permet de moduler là, les prochaines rencontres par la suite. Parfait. Merci, Geneviève. Donc, cela étant couvert, ce qu'on va tenter de, pas tenter, mais ce qu'on va procéder, c'est ouvrir la section Agir. Puis comme je l'ai mentionné au début, vous l'avez vu à l'ordre du jour, on fait seulement que la première partie cet après-midi parce que c'est un volet qui est quand même assez engageant. Puis c'est la partie qui est vraiment le côté pratico-pratique. Puis c'est basé sur les expériences des gens, mais également en regardant quand on agit avec une organisation, une fois qu'on est rendu à cette place-là, leur niveau de compréhension, leur niveau d'appropriation également a augmenté. Donc, si on faisait un même genre de sondage avec chaque organisation qu'on fait présentement, on souhaiterait que justement ça augmente toujours. Et rendu à la partie agir, bien là, c'est vraiment l'action. Puis, c'est là que ça prend vraiment les champions autour de la table pour pouvoir aller. Alors, une fois de plus, votre sondage pré-session, si vous avez parcouru toute la section Agir, présentement, où se situe justement votre niveau de confort avec la section Agir? OK. Alors, assez similaire en termes de résultats que planifié là, pour sondage de pré-session. Parfait. Alors, Tina, on te passe la parole. Oui. Merci Geneviève, merci Guy. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde reste chaud, parce qu'on fait ici à la maison. Tina, ton volume n'est pas très fort tout de suite. Oh, ok, attends. C'est pas mieux. On va essayer. Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Ça n'a pas vraiment changé. Non? Ça n'a pas changé du tout? Il y a un Je peu sais comme pas un... si c'est comme si tes écouteurs, est-ce qu'ils sont branchés? Oui. Oui, OK. Ah, il y a moins de feedback là. OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est un peu loin, Tina. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait un écran. C'est comme si ton son était récupéré par le micro de l'ordinateur plutôt que de ton casque. Pendant un petit moment, ça marchait mieux. Alors, est-ce que c'est possible que tu aies un faux contact quand tu as joué avec ton...
Est-ce que c'est mieux maintenant? Une augmentation de 5 En fait, Tina, c'est comme si tu étais dans un avion puis on attendait le décollage. Oh mon Dieu Seigneur! Puis ça, je sais comment est-ce que ça peut être, ça. Vous Bon, le là- savez Est-ce que pas, c'est mais mieux, son là? mari est pilote d'avion aussi, alors elle te connaît Ouais, ça mon très mari bien. est pilote d'avion. OK, c'est mieux maintenant? Oui. OK, super. OK. C'est un nouveau système que j'ai, puis je ne l'ai pas branché comme il faut, j'espère. OK. Alors, merci Geneviève, merci Guy. Excuse-moi tout le monde pour les problèmes techniques. Comme Geneviève l'a mentionné, maintenant qu'une fois que vous avez votre plan, vous êtes prêt à travailler avec le fournisseur, la section Agir, on va reviser la section Agir, on va regarder les 5 principes de base d'équité pour les services en français. Puis on va regarder 2 des 5. On va regarder l'offre active, c'est quoi au juste, et la recherche clinique. Alors, je vais prendre contrôle de l'écran, Geneviève, ça va? OK. Je vais... OK, ça me dit que je n'ai pas accès à l'écran. C'est toi qui as encore accès. OK, je vais réessayer. Non. Donne-moi juste une petite minute, je pense que je vais regarder quelque chose. Assez maintenant, Tina? Et voilà. Oui, je pense que ça devrait fonctionner, là. Où est-ce que je m'envoie ici? Je vais bouger mes gens là. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout va bien? Oui? OK. Alors, dans la section Agir, l'étape 3, Agir, on va commencer avec les 5 principes de base d'équité pour les services en français. Maintenant que vous avez votre plan, comme Geneviève l'a mentionné, l'évaluation va vous donner un exemple de plan de travail avec des objectifs que vous pouvez atteindre. Vous pouvez choisir de faire tous les objectifs, toutes les recommandations, ou moi, je suggérais que vous preniez un objectif de chaque section. Des 5 sections de principe d'équité. Excepté la recherche clinique, on va la regarder, mais on va la regarder pas mal vite parce que ce n'est pas vraiment pour des fournisseurs, des services en français. C'est pour vraiment de la recherche là, en santé clinique. Puis, ce n'est pas une section qu'on a travaillé dessus vraiment beaucoup encore. Alors, dans la première section des 5 principes de base d'équité, on va vous introduire aux 5 principes. On va vous montrer qui est responsable, vous donner un exemple de qui est responsable de chaque principe, comment mettre en œuvre ce principe-là. Alors, dans la section Agir, il y a l'offre active des services en français, la recherche clinique, la gouvernance et le leadership, la main-d'œuvre et l'assurance de qualité. Et ces 5 principes-là, ils viennent du Geneviève, aide-moi avec le mot que je cherche. De la norme. De la norme, merci. J'ai oublié tout le temps, c'est la norme de HSO. Alors, il est important de s'assurer qu'on mise à avoir des objectifs pour chaque principe de base d'équité, surtout la main-d'œuvre, qui est une des sections qui est probablement la plus importante pour pouvoir obtenir plus d'objectifs possibles. Et aussi, moi, je dirais probablement la gouvernance et le leadership à cause de les gens qui vont pouvoir vous championner dans votre travail avec l'organisme. Comme Geneviève l'a mentionné aussi, l'engagement des parties prenantes, alors, est important pour avoir sur votre groupe de travail avec le plan de travail. Parce que comme Geneviève l'a mentionné, vous allez avoir votre comité directeur où est-ce que tous les groupes de travail vont se rassembler ensemble. Je sais que moi, par exemple, si nous, des fois, on a des organismes qui ont des groupes de travail pour chaque principe. Ils vont avoir un groupe de travail pour les ressources humaines, un groupe de travail pour l'assurance de qualité et continue. Alors, ces groupes-là ramènent toute l'information au comité de directeur pour les étapes comment est-ce qu'ils ont avancé dans le projet puis s'ils ont obtenu les objectifs. Et
je pense que c'est tout pour cette section-là. Alors, on va poursuivre tout de suite à la prochaine section qui est la section de Agile, qui est l'offre active. Alors, pourquoi c'est important l'offre active? On comprend tous que les gens, s'ils veulent des services de santé, ils veulent les avoir en français. Moi, je sais, j'ai un membre de ma famille, elle parle anglais toujours, mais quand ça vient à sa santé, elle aime savoir vraiment avoir l'information dans sa langue maternelle et dans sa langue qu'elle est plus confortable. L'offre active aussi, ça montre que on est là pour soutenir le patient, puis pas juste, c'est pour être équitable. On va avoir des services en français pour tout le monde, de la même qualité, puis si c'est dans une différente langue, au moins c'est dans la même qualité. Qui est responsable pour l'offre active? Bien, tout le monde est responsable pour l'offre active. Le patient, nous comme direction, nous comme lead, comme consultant, comme représentant de la francophonie aussi, ils sont responsables eux-mêmes parce qu'ils sont responsables à eux. Je sais qu'ici, nous autres, on avait une grosse culture ici qu'ils ne voulaient pas demander des services en français parce qu'ils étaient pour attendre plus longtemps d'avoir des services en français. Mais il faut essayer de changer cette culture-là pour leur montrer que si on dit « Oui, bonjour, comment je peux vous aider? » Même si tu ne parles pas en français, au moins, ça démontre que tu partages ta culture avec une personne que probablement ne pensait pas que tu pouvais parler en français ou si tu ne peux pas parler en français, tu sais que tu vas être là pour les aider d'avoir le service en français. La diversité aussi, puis une communication saine pour les francophones, surtout quand vous avez des documents qui sont en anglais. C'est rien de les faire traduire pour donner à un patient pour qu'il puisse se sentir « OK, j'ai les instructions en français, mais j'ai aussi les instructions en anglais s'il faut que je me réfère. » Parce que moi-même, des fois, les instructions, je vais les lire en français, puis je vais faire « il y a quelque chose que je ne comprends pas » ou je vais aller en anglais, puis je vais revenir en français. Fait que c'est toujours important d'avoir les deux langues officielles disponibles. Alors, dans la section de l'offre active, on vous donne qui est responsable. On vous donne aussi, comme ça, dans votre plan de travail, vous pouvez ajouter ces personnes-là. Quand vous êtes assis dans votre comité de directeur, vous développez un groupe de travail, vous pouvez dire, OK, vous allez nous aider à faire cet objectif-là, puis ça, c'est le groupe de travail. Les pistes d'action et ressources pour la mise en œuvre. Quand vous cliquez ici, on vous donne encore, comme Geneviève l'avait mentionné dans l'étape précédente, c'est l'alignement avec la norme et aussi l'alignement du plan de désignation en Ontario. Et sous ces conseils-là, on vous donne aussi des conseils qui devraient être mis en œuvre avec votre plan. Les ressources nationales, locaux. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est avec les ressources, je sais que qu'il y a probablement d'autres ressources à travers du Canada. On les a probablement pas tous nommés dans cette plateforme. Alors, on vous invite de connecter avec Geneviève, Guy et moi-même pour nous partager si vous avez d'autres ressources à ajouter. Comme Guy a dit, la plateforme, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qu'on va toujours ajouter de l'information. Alors, on vous invite d'envoyer des ressources si vous en avez. Et aussi des pratiques exemplaires comme vous voyez ici, ça dit à identifier. Alors, si vous avez des pratiques exemplaires, on vous engage à les partager avec nous. Alors, la deuxième étape, c'est élaborer et mettre en œuvre des politiques et des protocoles. Alors, c'est la même chose. Oh, ça a-t-il fonctionné? Oui, OK. La même chose, on a toujours un alignement avec la norme, un alignement avec le plan de désignation, des conseils et des ressources. Il y a des politiques en ligne qui sont très efficaces du Nouveau-Brunswick. Moi-même, je pense que j'en ai utilisé une couple de ceux-là. Puis, du Manitoba, il y a d'autres politiques à l'intention des ressources humaines qui sont bons. Le OSI, ce n'est pas vraiment la plateforme, mais c'est le document qu'on a partagé. C'est-tu le document qu'on a partagé, Geneviève? Non, c'est que présentement, Ozzy est en train de développer des outils Ouais. marketing. Alors, pour le moment, c'est ce que l'équipe d'Ozzy a demandé, ça l'ouvre un lien pour Jacinthe. envoyer un courriel directement à Jacinthe avec Normand Glauda en CC. Le temps, parce qu'au moins, ça permet aux gens d'aller chercher de l'information d'ici le moment où il y aurait
quelque chose d'un petit peu plus public à partager. Oui. Aussi, des pratiques exemplaires. On a un témoignage de Janine Doucet, directrice administrative du Centre cardiaque de Nouveau-Brunswick, qui est très intéressant. Alors, comme j'ai mentionné avant, si vous avez des pratiques exemplaires ou vous avez des politiques à partager avec nous, s'il vous plaît, les partager avec Geneviève, puis on peut les mettre sur le site. Troisième étape, c'est mettez en évidence l'offre active des services en santé et c'est encore toute la même chose, là, la norme, le plan, les conseils et les ressources. Chaque étape a toujours un alignement avec la norme, un alignement avec le document de désignation de l'Ontario, des ressources et des pratiques exemplaires. Alors, qui est bien parce que quand vous développez un plan de travail, c'est toujours bon d'avoir une petite idée de ce que vous avez besoin à mettre dans votre plan de travail et ceci va pouvoir vous aider à trouver ce que vous voulez. Des quick wins aussi, probablement, parce qu'il y a des choses qui sont probablement super faciles à faire dans votre plan de travail qui va vous prendre 2 secondes, puis vous allez pouvoir les mettre complétés dans votre plan de travail. Je ne sais pas trop. Tu veux-tu que j'aille en détail dans chaque section, Geneviève, ou on a-tu le temps de. Je regardais en termes de temps, il y a eu 2 heures On a moins encore, 10. oui. Oui? Il y a encore un autre 20 minutes qu'on peut. OK, je vais aller sur chaque section, puis après ça, je peux peut-être prendre des questions. Informer la clientèle sur la façon d'accéder, l'information sur les droits et les concernant les services en santé. On revoit les lois et les règlements comme conseil. L'importance de la compétence linguistique aussi sur l'offre active est important. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui disent ben moi, mon français, il n'est pas trop bon, je ne veux pas m'identifier comme francophone pour pouvoir donner des services en français. Mais quand un patient est dans un état de détresse, ça n'a pas d'importance c'est quoi ton niveau de français. Si tu es capable de lui donner un petit peu comment est-ce que tu dis? Du réconfort. Merci. Je suis en train de perdre mon français aujourd'hui. Du réconfort, je pense que c'est plus important que le niveau de ton français. Je sais que moi, quand j'ai commencé dans ce poste-ci, mon français, je l'avais pas mal perdu. Puis à fur et à mesure, ça s'est venu. Fait que il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire pour améliorer leur français. Puis avec l'offre active, un organisme peut développer des ressources pour leurs employés comme des cafés de Paris ou écouter à la radio, mettre la radio francophone dans le département ou des choses pour qu'ils puissent se sentir un petit peu mieux avec leur culture, leur langage et de pouvoir parler. Aussi, l'autre chose qui est très importante, c'est de s'assurer qu'un organisme je sais, moi, quand j'ai commencé à travailler avec le Airlist, parler en français, c'était pas trop en demande. Là, comme ils n'aimaient pas trop ça parce que les gens disaient ah, ils parlent de moi ou qu'est-ce qu'ils disent, on ne comprend pas, il faut savoir qu'est-ce qu'ils disent toujours. Puis après ça, quand on a commencé à changer la culture des gens, là, on avait des gens qui disaient oh, parle en français encore, c'est super bon. Puis ça commençait à être un petit peu plus accepté. Alors, c'est important de vraiment travailler avec un organisme puis changer la culture d'un anglophone la mentalité d'un anglophone quand tu parles de quelqu'un qui veut parler en français à sa collègue ou à un patient ou quoi que ce soit. Guy, tu voulais Oui, juste une petite anecdote. Oui, une anecdote. Il faut juste ajouter ce que tu viens de dire. C'est super intéressant le côté de pratiquer. J'ai une personne que je connais très bien qui donnait des cours de français langue seconde. Et au début du cours, les anglophones, ils leur demandaient d'écouter les nouvelles à Radio-Canada. Puis là, les gens disaient, mais ils parlent tellement, tellement vite, on ne comprend rien. Puis, par la fin du cours, là, il faut reposer la question encore, puis comment les nouvelles, ça va bien. Puis là, ils disaient tout, ben, c'est drôle, ça on dirait qu'ils parlent moins vite. C'est parce que là, ils comprenaient mieux, ils étaient plus à l'aise, puis ils avaient été exposés, immergés dans la langue. Donc, c'est oui, le fait de. Puis je pense que ton commentaire était très bon de dire qu'il vaut mieux avoir un français qui permet de connecter avec les personnes plutôt que de s'inquiéter de ne pas donner l'information. Mais c'est l'exposition, être exposé puis pratiquer.
Oui, quand j'ai commencé avec le RLI, j'ai commencé dans le département de intake qu'ils appellent, là. C'est quand les les premiers patients ils appellent pour des services en français, tout ça. Puis il n'y avait pas une personne qui parlait en français dans ce département-là. C'est pour ça que j'ai eu le poste. Puis là, ben, quand j'entendais les gens répondre le téléphone, pour moi, il aurait dû dire allô, bonjour constamment, même s'il ne parlait pas le français, parce que c'est des soins à domicile. C'est supposé d'être en français et en anglais. Fait que moi, quand j'ai commencé à travailler là, moi, je disais allô, bonjour. Puis là, tout le monde était comme oh oh, les gens vont te parler en français. Bien, je dis oui, c'est ça mon rôle, je vais parler en français avec les gens. Puis là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les francophones n'étaient pas habitués dans la région aussi d'entendre ça. Fait que quand je répondais hello, bonjour, ils commençaient à me parler en français, puis là, ils oubliaient pourquoi ils avaient appelé. Ils avaient appelé pour des services en français, mais ils avaient complètement oublié que ah oui, tu viens de Timmins, moi aussi, c'est qui ta famille? Puis là, ben, c'était plus à propos des soins à domicile, là, c'était à propos de leur culture, puis où est-ce qu'ils viennent. Puis, oh mon Dieu, ta cousine, elle connaît ma cousine. Fait que c'est pour ça que j'aime la francophonie, comme c'est ouvert, les gens sont gentils. Puis, tu sais, si tu es capable de, même si tu es un anglophone, tu devrais au moins dire bonjour. Même si tu ne parles pas le français, tu devrais au moins dire ça par politesse. Comme tu vas en Espagne ou au Mexique ou quoi que ce soit, tu vas dire hola quand tu es là. C'est quoi la différence de dire bonjour ici en Ontario? Il n'y en a pas de différence. Fait que pour moi, c'est logique. Fait que ça, c'est l'offre active. Alors, qu'est-ce que d'autre que je pourrais. Expression de votre personnel, j'ai parlé de ça, une bonne communication. L'autre chose aussi qui est important, je pense que c'est les documents qui sont donnés aux patients. L'organisme pense toutefois, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres provinces, mais je sais qu'ici en Ontario, si tu es une agence qui est identifiée ou désignée, les traductions sont faites gratuitement. Mais je pense que si tu as un programme en français, ça n'a pas d'importance où est-ce que tu es dans le Canada, que tu devrais au moins essayer d'avoir les documents en anglais et en français pour la communauté que tu vas desservir. Surtout si ton programme il est donné en français, ça devrait être une des choses qui est disponible pour les francophones. Comme là, on s'en va au travers de COVID, puis avec toutes les vaccinations, puis tout le kit. Puis ici en Ontario, j'ai été dans beaucoup de rencontres à propos du développement pour les vaccins, des cliniques et des drive-thru, puis tout ça. Puis je me dis à moi-même, je dis OK, c'est bien beau, là, les gens, là, mais il faut que l'information soit en français aussi. Parce que premièrement, tu vas demander aux patients ils ont une fièvre ou quoi que ce soit avant d'avoir leur vaccin. Puis c'est même pas, c'est une dose, il faut qu'il y ait une autre dose. Il faut qu'ils comprennent en français ce qui va arriver parce qu'il y a probablement des side effects, comment tu dis side effects en français? Des effets secondaires. Des effets secondaires. Fait que les francophones, comme dans leur langue maternelle, ça serait mieux d'avoir un morceau de papier qui leur dise exactement en français ce qui va arriver, c'est quoi les prochaines étapes. Si tu n'es pas capable de le dire en français, au moins aie ce morceau de papier-là pour qu'ils puissent savoir c'est quoi la démarche. Surtout en ce moment avec COVID, je pense que c'est très, très important. Puis Tina, si tu me permets juste rapidement, justement, la section, le numéro 8 touche à ce point-là. Puis on a mis au niveau des ressources nationales, le programme d'appui à l'interprétation et la traduction du gouvernement du Canada. Alors, ça tombe sous l'enveloppe de la promotion pour la dualité linguistique. Alors, il y a des fonds qui sont disponibles pour des organismes sans but lucratif qui ont besoin de l'appui à l'interprétation, soit lors d'un événement ou de la traduction, qui inclut la traduction de sites web. Si pour une raison dans la province ou le territoire où vous vous trouvez, ils n'ont pas nécessairement accès, comme Tina le mentionnait, là, à des services d'interprétation ou de traduction gratuite. Il y a un montant maximal, il me semble que ça joue autour du 2 000-2 500 $. Mais c'est quelque chose qui peut être demandé à tous les 2 ans. Alors, si un organisme fait une demande une année, il doit sauter une année avant de pouvoir, mais c'est possible de replacer des demandes aussi via ce fonds-là. Et puis, ça peut toujours être justement aidant à s'assurer qu'il y a certains documents clés, sites web, qui est souvent première source d'information, deviennent disponibles pour la population francophone dans leur langue. Oui, merci Geneviève. C'est là, je m'en allais, puis tu vois, tu me
assurer une bonne communication. Désolée, j'ai volé ton punch. Non, c'est correct, c'est bon, parce que j'ai vu numéro 7, c'était communication, fait que je n'ai pas descendu. Mais puis le numéro 9, c'est vraiment dans le même volet, mais c'est l'interprète médical qualifié. Je sais qu'ici, les fournisseurs, ils n'aiment pas trop utiliser leurs employés pour faire de la traduction, qui est totalement bon, parce que moi non plus, j'aimerais pas parler des mots médicaux quand que je ne connais pas c'est pas mon métier. Alors, premièrement, on encourage toujours quelqu'un francophone qualifié dans un poste médical. Si ça, ce n'est pas possible, alors on ne prend pas un employé, on prendrait un interprète médical qui pourrait supporter le patient au travers de son cheminement pour ses services médicaux. Ici, on a la ressource nationale dans le cadre d'un projet de la Société de santé en français. Je pense qu'on l'ouvre-tu? On peut-tu l'ouvrir, ça, Geneviève, pour démontrer c'est quoi? Alors ça, c'est les balises du projet Intact pour ceux qui sont familiers. C'est là où il y avait eu toute une équipe qui avait regardé justement comment est-ce qu'on définit le rôle d'un interprète médical versus quelqu'un qui fait de l'accompagnement. Puis ça incluait aussi les navigateurs à ce moment-là, puis aussi faire la distinction entre un professionnel bilingue qui offre des services dans les 2 langues versus, comme tu as dit, quelqu'un d'autre qui est apporté, puis quelles sont les exigences puis les limites dans ces rôles-là. Alors, ça donne un aperçu pour ceux qui pensent que, ça arrive dans certains organismes, on dit on peut prendre n'importe qui. Là, le concierge qui passe dans le couloir parce qu'il est francophone, on va l'accrocher pour parler en français. Malheureusement, il y a des questions d'éthique, il y a des questions de confidentialité, de qualité des soins. Et puis aussi, ce qu'il peut y avoir comme problématique lorsqu'on demande aussi à un membre de famille d'agir comme interprète. Ouais. Alors, ça donne ces grands principes-là pour les organisations en termes d'information de fond. Oui. Puis aussi, localement, on a démontré qu'au Manitoba, il y a la Language Access Interpreter Services Flowchart. Puis aussi, en Ontario, il y a d'autres meilleures pratiques qui sont utilisées ici, puis au Manitoba. Ici, en Ontario, il y a un service d'appel, puis il y a aussi, j'en ai pas vu trop dans nos organismes, mais je pense que en Ontario, là, vers Toronto, il y en a, c'est comme un iPad, puis c'est sur comme un tripod là, que, tu sais, quand tu as les médicaments pour les patients, là, la petite chose qui bouge. En tout cas, ça a l'air d'un robot, mais ce n'est pas un robot. C'est l'iPad qui est assis sur le trépanier, là, je ne sais pas comment dire. Moi aussi, j'ai juste tripod. Oui, bien c'est ça. Un trépied, merci. merci. Tu vois, c'est tellement proche. Puis il y a le iPad dessus, puis là, ben, la personne peut parler au iPad dans leur langue, puis le iPad reparle dans la langue qu'ils ont besoin de comprendre. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? On a le nord de l'Ontario. Le réseau ont développé un système d'interprète sur c'est comme un app. Puis je partage ça avec nos fournisseurs ici dans la région de Simcoe-Nord-Muskoka, qui est vraiment les fournisseurs l'aiment beaucoup parce qu'ils peuvent l'avoir sur eux avec leur téléphone par eux-mêmes. Fait qu'il y a beaucoup de ressources ici en Ontario là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je poursuis avec la prochaine section qui est recherche clinique qui ne prendra pas trop de temps parce qu'on n'a pas développé cette section-là autant que possible parce que, comme on a mentionné, c'est plutôt pour la recherche clinicale. Mais est-ce qu'il y a des questions avant qu'on poursuive, Frédéric? Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai mentionné dans le chat que en Saskatchewan, d'ailleurs, ça faisait partie du projet Intact à l'époque, on a développé un service d'accompagnement santé. Et je vous ai mis le lien sur notre site web avec ce service-là et les explications comment ça fonctionne. Super, merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
J'ai vu la main d'Annie. Je peux je vois pas, moi, c'est mon écran, OK, c'est pour ça. Je peux pas m'empêcher. C'est vraiment super intéressant, puis c'est intéressant d'avoir toutes ces ressources-là à la même place parce que nous, toute la question de l'interprétation, puis tout ça, on a travaillé là-dessus un petit peu du côté du patient. C'est-à-dire, on a fait des entrevues individuelles, puis c'est des choses qui sont ressorties, ce manque d'interprétation-là. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'était qu'il y a un gros, je vais le dire en anglais, le disconnect entre les ressources qui existent puis la capacité des hôpitaux ou des fournisseurs de soins d'utiliser ces ressources-là parce que dans la majorité des cas, le personnel sur place n'est pas formé, n'est pas au courant. Donc, il est comme, à toutes les fois que j'entends parler des outils, je me dis, oh my God, il y a plein des outils. Mais quand on parle à la communauté, à la population, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y a jamais rien qui leur est offert. Puis même, on a eu des situations où il y a des gens qui se sont fait dire, mais c'est à toi. Il y a une personne qui s'est fait dire, si tu veux de l'interprétation, tu vas payer. Il y a une autre personne qui s'est fait dire, voici un numéro de téléphone, c'est à toi de l'organiser. Il y a une autre personne qui s'est fait dire, ça n'existe pas du tout. Je veux dire, ce disconnect-là, pour moi, c'est presque un quick win. C'est comme d'ajouter des outils, c'est intéressant, mais former votre personnel. Oui. Je suis d'accord avec toi, Annie. Je pense que c'est un des défis aussi que, comme tu dis, c'est un des gros défis parce que les centres communautaires, pas autant. Je pense que c'est plutôt des plus grosses organisations comme les hôpitaux. Je ne sais pas dans ta région, mais ici, on a l'hôpital Royal Victoria, puis il y a le centre de cancer juste à côté. Puis c'est comme totalement différent. Si tu vas pour un rendez-vous au centre dans le Cancer Center, ils vont te demander c'est quoi ta langue préférée et tout. Si ils n'ont pas quelqu'un qui travaille aujourd'hui pour vous aider dans votre langue, ils vont vous demander si vous voulez un interprète par téléphone. Puis c'est à vous de dire oui ou non. Mais si tu vas, qui est juste l'autre bord du corridor, l'hôpital Royal Victoria, il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas personne qui sait qu'il y a des ressources. Tu vas là, puis tu ne te fais même pas demander c'est quoi ta langue préférée, comme rien. Ça revient à connaître, je pense, dans les étapes 1 et 2, connaître et planifier, puis surtout tes parties prenantes. C'est vraiment de commencer en haut, comme jusqu'au CA. Là. Commencer avec le CA, après ça avec les leaders de l'organisme, puis jusqu'à aller en bas, parce que c'est tellement difficile de faire quelque chose si tu commences juste par les gens comme les ressources humaines ou l'équipe qui donne les soins, il faut vraiment que tu touches au CA puis au leadership, ou sinon, ça n'arrivera jamais. Puis c'est ça qui est arrivé, nous autres, avec l'hôpital Royal Victoria, là, ça commence. On a un VP là, qui parle directement à la CEO, là, à la directrice des chefs, qui connecte avec le CA. Donc, ça commence à bouger un peu, mais puis il faut que tu ailles par département. Tu ne peux pas tout faire l'hôpital à la fois. Il faut que tu leur donnes des petits objectifs. Fait que là, OK, on peut-tu commencer avec les soins ambulatoires ou avec le ER department ou, tu sais, comme commencer avec des petits départements, puis à fur et à mesure, là, l'hôpital, ça va éparpiller partout, comme. Mais non, je suis totalement d'accord avec toi, Annie, c'est super difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rajouterais juste à ça aussi, parce qu'à un moment donné, on a fait une étude de cas vis-à-vis d'une situation justement, là, dans un grand hôpital qui, sur leur site web, c'est très clair, ils offrent des services d'interprétation ou des services en français. Puis, parce que c'est un grand hôpital dans la région de Toronto qui reçoit justement là, des patients de partout en Ontario pour que ça vienne de certains chirurgiens. On avait eu un patient qui était parti là, du nord de l'Ontario, il avait fait un vol, comme il avait fait, je pense que c'était comme 4 ou 5 heures d'auto, pris un vol, il avait arrivé la veille à leur payer une chambre d'hôtel pour la veille, puis tout ça pour avoir un rendez-vous qui a malheureusement pas pu avoir eu lieu puisque c'était son rendez-vous préopératoire.
parce que à ce moment-là, malheureusement, sa conjointe ne pouvait pas être là. Lui était seulement francophone. Alors, tu as un spécialiste qui est frustré, tu as le patient qui a encouru plein de dépenses puis il n'y a eu aucun service. Alors, quand le service existe au sein de cette organisation-là. Alors, on sait que dans les grands organismes comme les hôpitaux, il y a énormément de personnel, il y a un fort roulement aussi. Alors, d'avoir ces formations-là sur comment accéder aux services qui font partie de l'orientation de tout nouvel employé, puis que ça fasse partie de formations continue. Alors, toujours s'assurer que les messages sont clairs, que les affiches sont là. Vous avez besoin du service d'interprétation, tu sais, les petites affiches un petit peu partout. Je comprends que des fois, quand on est trop dans l'environnement, on commence à plus les voir, mais vraiment là, de s'assurer que ces informations-là soient communiquées constamment pour que les employés puissent accéder les ressources qui sont souvent là, à leur portée. Désolée, Tina. Non, c'est correct. Alors, on va continuer pour la dernière section de cette première partie d'Agir, qui est la recherche clinique. Puis comme on a dit, on n'a pas eu beaucoup de choses à ajouter avec la recherche clinique. Mais on a encore qui est responsable des pistes d'action et des ressources pour la mise en œuvre, incorporer la sensibilisation linguistique à chaque étape et rendez toute documentation disponible en français et en anglais. S'il y a des organismes qui font de la recherche clinique, je dirais probablement que les documents de la recherche devraient être sur votre site web. Si c'est pertinent à la communauté, alors vous le faites en anglais et en français, mais si ce n'est pas vraiment pertinent, puis c'est juste vraiment interne ou par organisation, je pense que la traduction, c'est pas vraiment nécessaire, vraiment. Mais Geneviève, as-tu quelque chose d'autre à ajouter sur la recherche clinique ou? Alors, c'est Si ça. c'était quelque chose de vraiment difficile qu'on vous essayait de trouver, là, de finaliser, mais on voulait l'ajouter à cause que c'était dans la norme, puis on voulait s'assurer qu'on ne le manque pas. Fait que, vas-y, excuse Geneviève. Alors, c'est ça. Il n'y a pas énormément de critères au niveau de la norme, là, puis ça se résume en gros au niveau de ces deux éléments-là. Puis vraiment, ça se résume de s'assurer qu'on ait la lentille, puis la lentille francophone, puis aussi d'assurer une participation adéquate là, des deux communautés lorsqu'on fait des travaux de recherche. Alors, autant s'assurer que dans le recrutement, qu'on ait au-delà de la documentation, comme Tina l'a mentionné, là, ça c'est quand même un acquis, mais qu'on fasse un effort pour s'assurer qu'on ait une représentation adéquate selon la population, la région qui est visée et la thématique aussi. Alors, on est dans le processus d'aller chercher d'autres ressources pour appuyer ceci, mais au moins les conseils sont là pour les organismes auxquels ça s'applique, mais c'est ça, en tout cas, je sais, nous, de notre côté, au niveau des organisations avec lesquelles on travaille, dans la majorité des cas, c'est pas une section qui est nécessairement applicable pour eux, mais c'est ça, on voulait s'assurer que toute l'information soit là aussi. Mais si vous travaillez avec des organismes qui auraient des outils qui seraient prêts à partager, que ce soit des exemples de mandats, d'appels pour l'implication de la communauté ou quoi que ce soit, on serait intéressé de pouvoir les rajouter à titre d'exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, merci. Alors, je passe la parole à Guy. Oui, moi j'en ai une question. Ah, OK. Oui, si on met le sondage en ligne, c'est ma question pour tout le monde qui va, donc, suite à la présentation justement merci Tina pour nous avoir tout parcouru la partie 1 d'Agir. Donc, évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est cet après-midi, est-ce qu'on a réussi encore à faire bouger l'aiguille par rapport à votre niveau de confort avec cette première section d'Agir?
donc ce que Tina a parcouru, et voir là, si à ce moment-ci actuel, où se trouve votre niveau de confort. Parfait. Donc, si c'est le même nom, je pense que trois qui sont à 4 et 2 qui sont à très confortable. Donc, ça a bougé un peu, oui, superbe. Évidemment, on n'a pas terminé. Donc, quand on va revenir la semaine prochaine, on va terminer cette section-là. Et ensuite, on va procéder à l'autre section qui est évaluée. Et ce qui veut dire, qui nous amène que le 17 février, on aura complété le survol théorique de la plateforme. Et ce qui nous reste ensuite à compléter avec vous, c'est de, comme vous avez vu, on a changé un peu le format. On a gardé les deux derniers laboratoires pour le mois de mars. Ce qui veut dire qu'on va retourner un peu en arrière. On va faire les sections d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, une après l'autre. Mais pour se préparer justement pour la séance du 17 février et du 17 mars, on a quand même un petit sondage à faire pour voir la disponibilité de tout le monde. Parce qu'on n'est pas. Une des choses qu'on veut savoir, c'est la semaine prochaine si on peut allonger la séance. Parce que c'était supposé être un laboratoire. Les laboratoires sont seulement que d'1 heure. Mais parce que ça va être un volet technique ou théorique, on voudrait savoir si vous êtes d'accord, si on commence en fait de 13h à 14h30. Donc, si vous pouvez nous laisser savoir. Et également, est-ce que vous serez disponible de participer pour le laboratoire du 17 mars? Celle du 10 était déjà prévue, mais le 17 mars ne l'était pas. Donc, encore là, si vous êtes disponible pour le 17 mars et si vous êtes également disponible pour 1h30. Puis si oui, à ce moment-là, nous, on va préparer justement ces deux séances-là en fonction là, de votre disponibilité. Donc, première, alors, il y a 3 questions, n'est-ce pas? Oui, il y a 3 questions. Si vous ne voyez pas la dernière, juste faire dérouler un petit peu la barre là, pour accéder aux 3 questions. Puis la session du 17 était prévue, mais on a réalisé que c'est congé de mars pour certains. Alors, juste voir si c'est une date qui pose problème, puis si on doit revoir ou si on peut garder tel quel. OK, je vois que l'option à déterminer, je vais juste lire ton commentaire, Jérémy, c'est bien. L'option à déterminer selon la fin d'année. Oui, je comprends que le mois de mars, c'est un mois très occupé pour tous. Geneviève, je m'excuse, je viens de remarquer aussi que j'ai mal répondu au sondage. Je ne suis pas disponible le 17 mars non plus. Donc, pour moi, le 17 février et le 17 mars ne fonctionnent pas. OK. Je vais le prendre en note. Parfait. Alors, est-ce que tout le monde a eu la chance de répondre? Non? OK. Je vais vous donner quelques instants encore. Et puis, alors, c'est ça. On comprend que, oui, la fin mars ou la fin de on est dans le crunch de la fin d'année. Là, tout le monde essaie de finir, livrer les projets, planifier la prochaine année et tout, et tout, et tout. Ouais. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vise d'enregistrer les sessions pour que vous puissiez là, vous rattraper si jamais vous manquez. Puis l'autre chose qu'on aimerait faire avec les enregistrements pour faciliter un peu le partage de ces connaissances-là par la suite, c'est d'extraire des petits bouts, des petits clips qui seraient vraiment plus pointus parce qu'on sait que pour ceux qui n'ont pas la chance de participer, de se taper 1h30 de vidéo d'une rencontre, ça devient long quand on peut des fois juste aller extraire là, quelques messages clés, des petits bouts d'échange qui peuvent permettre d'aller un petit peu plus directement au but. Alors, OK, on va prendre en considération ce qui a été recommandé. Je pense, en gros, la date du 17 semble fonctionner, au moins pour la majorité.
autant le 17 mars, le 17 février si on prolonge que le 17 mars. Puis aussi avec possibilité de prolonger. Là. Alors, Oui. merci OK. beaucoup. Ça nous permet de bien jauger là, au moins pour ces prochaines sessions-là, puis ça de reprendre, là, puis poursuivre par la suite avec du contenu qui peut vous Oui. appuyer. Oui. Puis, je disais, pour le travail qu'on fait présentement avec la plateforme, comme Geneviève a dit, tout le monde est dans la course vers la fin mars. Pour nous, c'est un peu la même chose. C'est un peu la course vers la fin mars également parce qu'on veut être en mesure de tout récupérer, ce on va avoir parcouru et partagé pendant ces séances théoriques et laboratoires pour assembler ça dans un rapport également qui peut être présenté aux fournisseurs, aux bailleurs de fonds, mais également de pouvoir décanter votre information. Puis il y a eu vraiment des bonnes suggestions dans le chat pendant la conversation et de tout recueillir ça au même endroit. Et ça pourra guider justement l'année suivante, le 21-22. Mais juste encore là, un autre préavis. La dernière séance, le 17 mars, ce qu'on veut également faire, c'est on pense ouvrir un peu l'espace de discussion puis faire un genre de séance de remue-ménage par rapport à des stratégies ou des besoins pour la prochaine année en cours. Alors, ce projet-ci va se terminer, mais ce n'est pas la fin du travail. Alors, juste pour appuyer le travail que Geneviève, Tina puis Julie font par rapport à la plateforme, on voudrait avoir justement cette discussion-là lors de la dernière séance du 17 mars. Donc, si vous ne pouvez pas y participer, ce n'est pas un problème. Je crois qu'on va être créatif puis avoir un genre de mini-sondage que vous pouvez compléter en ligne ou nous envoyer juste vos commentaires par courriel. Puis on pourra inclure ça quand même dans la réflexion du rapport. Alors, je ne sais pas s'il y a autre observation aujourd'hui ou question ou juste même un ajout d'expérience personnelle quand on parle au niveau de tout le volet planifier et agir qu'on a parcouru. Donc, c'est vraiment, le micro est ouvert. Donc, s'il y a des gens qui... J'aurais deux choses à dire, Guy. Oui, allons-y, Jim. Premier, c'est un commentaire qui est en marge de la session d'aujourd'hui, mais ça m'a fait réfléchir, en fait, le fait que Frédéric de la Saskatchewan partage son programme d'accompagnement. Puis peut-être une note pour remonter au national. Là, je pourrais très aisément écrire un courriel, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques modèles d'accompagnement de la communauté qui sont déployés, celui de la Saskatchewan, celui du Yukon. Nous, on essaie de travailler un petit peu avec la communauté. On n'est pas rendu dans un modèle. En fait, on est bien loin de ça, mais quand même. Et puis, avec ce que le Nord de l'Ontario fait et tout, j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant d'avoir une réflexion via un webinaire au niveau du Bureau national de la Société santé en français en mobilisation de connaissances par rapport à ça, parce que ça montre un petit peu comment on peut travailler des deux côtés, tu sais, demande, offre active, puis informer des outils des deux côtés, parce que c'est complémentaire. C'est là que ça fait le point un petit peu avec la session d'aujourd'hui. Donc ça, c'était mon premier commentaire. Puis mon deuxième commentaire, en fait, c'est une bonne nouvelle qu'on a eue, nous, depuis le 18 janvier. L'hôpital général Kikitani a un poste d'interprète francophone. Donc, on a un interprète francophone à Iqaluit maintenant, qui est une personne qui est ici depuis un bout, donc Christine Bérubé. Et puis, j'ai très hâte de lui présenter le contenu de la plateforme parce qu'elle, elle était dans le milieu de l'éducation auparavant, ici à Iqaluit. Et donc, elle doit s'approprier le poste d'interprétation. Et de ce que je comprends des intentions du ministère de la Santé, là, pour vous faire la petite histoire, c'est un poste qui a été affiché 4 fois, c'est le 4e affichage. Les 2 premiers n'avaient pas trouvé preneur parce que les postes d'interprètes sont balisés, donc en fonction des langues officielles du Nunavut. Donc, ça inclut l'Inuktitut, qui comprend l'Inuktitut puis l'Inuinnaqtum. Et puis, c'est des postes qui ne sont pas bien rémunérés, en fait.
Donc, ils n'avaient pas trouvé de preneur. Troisième poste, ils ont ajouté la composante communication. Ça a été refusé par le ministère. Puis, aux quatrième tentative, ils ont intégré la composante agent d'accréditation. Donc là, on a un interprète francophone qui est aussi agent d'accréditation. Fait que c'est spécial, mais c'est intéressant comme modèle pour la santé en français, voyant ce que la norme HSO peut offrir au niveau des langues officielles. Fait que ça fait mon bonheur, en tout cas, là, comme positionnement, mais j'ai très hâte de partager cet outil-là avec Christine, parce que c'est elle qui risque d'être mandatée pour avoir un ancrage de différentes bouchées, un petit peu comme Tina, tu le soulignais là, tout à l'heure, d'y aller par petits objectifs. Elle va être responsable de mettre en place des éléments qui vont soutenir l'harmonisation des services dans les langues officielles, puis bon, pour la composante en français. Donc, voilà, c'est un petit témoignage des Qaluit. Parfait. Merci beaucoup, Jérémy. Bonne nouvelle, évidemment. La créativité, quand on est créatif, on arrive à de bonnes fins. Là, c'est un bon exemple. On sait ça jamais avant, juste après, n'est-ce pas? Bravo pour qu'ils ont quand même la persévérance de poursuivre et de trouver une solution. C'est superbe. Autre exemple ou encore petite histoire à partager avant qu'on quitte cet après-midi? Moi, j'ai juste une petite question pour Jérémy. Alors, la personne qui a été recrutée parle les 4 langues? C'est vraiment interprète francophone. Il y a déjà des interprètes inuits pour l'Inuktitut. Donc, elle est vraiment, vraiment attitrée francophone. Donc, non, elle est vraiment bilingue anglais-français. OK, parce que je pensais juste à nous, nos fournisseurs qui disent qu'on a de la difficulté à trouver quelqu'un qui parle 2 langues, là, trouver quelqu'un qui parle 4 langues, qui fait de l'interprétariat, puis qui fait l'accréditation. J'étais comme « wow! » Désolée, est-ce qu'il y avait d'autres questions au témoignage? Annie? Je veux juste revenir sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure avec Tina aussi, toute la question de la formation du personnel, puis comment les programmes sont peu connus du personnel, tout ça. Il y a quelques années, dans un des rapports qu'on avait fait à l'entité 2, on avait regardé un programme qui s'appelait Try Hospital. J'ai oublié c'était quoi, mais c'était un projet de 3 hôpitaux dans la région de Toronto. C'était sur de la collecte de données. C'était les données à l'entrée, c'est-à-dire la langue des personnes, des patients et tout, les besoins linguistiques. Puis, ce qu'on avait trouvé d'intéressant, puis pourquoi on l'avait inclus dans notre rapport, c'est que ce projet-là, c'était pas comme « Oh, voici, à partir de maintenant, vous devez poser ces questions-là ». C'était plus « On va vous expliquer au personnel ». Donc, il avait commencé par former le personnel au complet. On va vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi vous devez le faire, comment vous devez le faire. Puis, les taux de participation du personnel étaient au-delà de 85 %, ce qui était comme du jamais vu dans ce genre de choses-là, surtout dans des contextes d'urgence médicale, tout ça. Mais il était allé chercher le buy-in avant de lancer le programme. Puis ça m'a j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu ce qui manquait dans ce type de programme-là, surtout dans des grosses boîtes, des grosses machines comme les hôpitaux, où on ne va pas chercher le buy-in. Puis peut-être, comme tu disais, Tina, le buy-in peut-être d'un département, mais d'engager le personnel dans la démarche avant de leur dire... Les gens dans les hôpitaux, moi, je pense qu'ils sont tannés de se faire dire « OK, à partir de maintenant, il faut que tu fasses ça comme ça. Et à partir de maintenant, tu vas poser cette question-là. » Plutôt que de créer des situations qui vont amener comme une espèce de ressentiment, ils leur expliquent, ils les font buy-in. Ouais. Le projet, Annie, c'était « We ask because we care ».
Puis c'était pas juste visé sur les francophones, c'était visé sur toute les cultures. Puis c'est pour ça qu'ils ont eu le buy-in pour les services en français, parce que c'était comme un self-ID volontaire. C'était comme, tu n'as pas besoin de t'identifier, mais c'est comme volontaire si tu veux t'identifier. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Alors, autre mot de sagesse avant qu'on reprenne le flambeau du travail. Peut-être si vous me permettez un dernier mot. J'aime beaucoup le titre de ce document-là, Tina, comme tu dis, We Ask Because We Care. Parce que la plupart des gens qui sont dans le secteur de la santé, des services sociaux, des services communautaires, c'est ça, ils veulent faire une différence, ils veulent pouvoir appuyer leurs clients, leurs patients. Alors, habituellement, ça, c'est déjà une fibre qui est là sur laquelle on peut, je ne vais pas dire utiliser, mais de dire que c'est vraiment quelque chose qui s'harmonise bien avec au moins la sensibilité qu'il doit y avoir pour qu'il y ait une offre de service de santé ou une offre de service de façon équitable. Alors, au moins, au minimum, en général, on a ça sur lequel on peut au moins arriver comme terrain commun. Merci. J'allais juste dire que c'est de la bonne matière à réflexion parce que moi, je suis dans la partie justement d'agir. Donc, ça m'aide. C'est des bons conseils. Merci tout le monde. Geneviève, dernier mot avant de clore la séance? Bien, premièrement, merci beaucoup d'être encore avec nous dans ce cheminement. Votre enthousiasme, j'ai vu qu'on a même un petit fan club. En tout cas, c'est drôle. Mais de pouvoir vous voir, c'est ça, 1 à 2 fois par mois, là, selon votre disponibilité, puis de revoir les mêmes visages, puis de continuer ces partages-là, puis ces échanges, je pense que c'est très riche. Puis on a besoin de ça au-delà de ce qui peut être capté sur une plateforme, c'est de pouvoir mobiliser au moins un petit groupe à dire, OK, comment est-ce que ça s'applique chez nous? Comment est-ce qu'on peut s'entraider, s'appuyer? C'est vraiment là où on a une belle richesse des différents savoirs, comme Guy aime les mettre, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Parce qu'on peut avoir le savoir, mais dans cet aspect-là de collaboration ou d'espace collectif qu'on a, c'est vraiment dans les échanges de ces subtilités-là de savoir-être puis de savoir-faire que je pense qu'il y a de la bonne matière là, à partager. Alors, on est content d'être avec vous encore. On a hâte de vous voir la semaine prochaine pour ceux qui sont capables de se joindre à nous. Puis merci de votre flexibilité aussi. C'est comme on développe avec une certaine. On est commencé avec une approche, puis on a changé un petit peu après ça avec les séances d'accompagnement puis les labos. Puis là, on est revenu puis dira pour couvrir la matière, ça serait mieux si on finit les 2 sessions d'accompagnement puis ensuite 2 labos. Alors, votre flexibilité est très appréciée aussi. Alors, sur ce, je vous souhaite tous une belle après-midi et à la prochaine. Merci encore. Merci. Bonjour tout le monde.